Vous savez, la plupart des gens pensent que le football professionnel est un sport pur, où le talent et l'effort déterminent qui gagne et qui perd. Que les matchs se jouent sur le terrain, avec 11 joueurs contre 11 autres, dans un combat loyal pour la victoire. Quelle belle et tragique idée fausse. Il a fallu qu'un homme de 34 ans nommé Kevin Moreau, capitaine du LOSC, et une découverte accidentelle dans les vestiaires du stade Pierre-Mauroy, brise complètement cette illusion et révèle une vérité que la plupart d'entre nous passent toute leur vie à éviter. Je m'appelle Michel Dubois. Vous regardez Leçon tirée d'une longue vie. Avant de plonger dans cette histoire puissante, je dois vous demander quelque chose d'important. Si ces histoires qui changent la vie vous touchent, pensez à vous abonner à Leçon tirée d'une longue vie et à activer la cloche de notification. Cela vous assure de ne jamais manquer nos récits profondément émouvants, et cela nous aide vraiment à continuer de partager ces histoires transformatrices avec vous. Kevin Moreau avait 34 ans ce soir-là, le 15 mars 2019, quand tout a basculé. Je me souviens parfaitement de cette soirée parce que j'étais là, dans les tribunes presse du stade Pierre-Mauroy, regardant Lille battre le PSG 3-1 dans un match qui ne devait pas exister. Pas comme ça. Pas avec cette facilité déconcertante contre l'équipe la plus chère de France. Kevin venait de marquer le 3e but à la 89e minute, un coup franc magnifique qui avait fait exploser les 50 000 supporters lillois. Mais au lieu de célébrer avec ses coéquipiers, il avait ce regard étrange, presque troublé, comme s'il venait de réaliser quelque chose qui le dérangeait profondément. Né dans le quartier de Fives, à quelques kilomètres du stade, Kevin était l'incarnation du rêve lillois. Fils d'un ouvrier métallurgiste et d'une infirmière, il avait gravi tous les échelons depuis l'école de football du club à l'âge de 8 ans. 13 sélections en équipe de France, capitaine du LOSC depuis 3 ans, père de 2 enfants avec Sophie, sa femme d'enfance. Pour lui, le football n'était pas qu'un métier, c'était une religion. Ce soir-là, après les interviews d'après-match, Kevin était resté seul dans le vestiaire. Les autres joueurs étaient partis fêter cette victoire inespérée qui les rapprochait de la qualification en Ligue des Champions. Mais Kevin, lui, nettoyait méticuleusement ses crampons, comme il le faisait depuis qu'il était enfant, quand sa mère lui avait appris que le respect du matériel, c'est le respect du jeu. C'est en rangeant ses affaires qu'il a trouvé cette enveloppe Kraft, coincée entre 2 casiers. Une enveloppe qui n'aurait jamais dû être là, avec son nom écrit dessus d'une écriture qu'il ne reconnaissait pas. À l'intérieur, une simple feuille de papier avec une liste de matchs, des dates, et à côté de chaque rencontre, un résultat prédit avec une précision troublante. Lille PSG, 3-1. Exactement le score de ce soir. Kevin a senti ses mains trembler. Il a relu la liste 1, 2, 3 fois. Tous les matchs de Lille des 6 derniers mois y étaient, avec les scores exacts. Pas des approximations. Les scores exacts, jusqu'aux minutes des buts marqués. Impossible, a-t-il murmuré dans le vestiaire vide, sa voix résonnant contre les murs carrelés encore humides de la douche collective. Mais au fond de lui, quelque chose commençait à prendre forme. Des souvenirs épars qui soudain prenaient un sens différent. Ce pénalty accordé à la 93e minute contre Nantes, alors que même lui n'avait pas vu de faute. Cette expulsion rouge directe de leur meilleur défenseur contre Monaco, pour un geste qui semblait anodin. Ces buts encaissés dans les dernières minutes, quand l'équipe menait confortablement. Kevin a replié la feuille et l'a glissée dans sa poche de survêtement. En sortant du stade, il a croisé M. Beaumont, le président du club, qui discutait au téléphone près de sa Mercedes noire. Kevin a ralenti le pas, instinctivement. Oui, tout s'est passé comme prévu, disait Beaumont dans son téléphone. Le résultat est parfait. Les côtes étaient excellentes ce soir. Kevin a accéléré le pas, le cœur battant. Les côtes ? Pourquoi le président du club parlait-il de côtes de Paris après une victoire historique contre le PSG ? En rentrant chez lui dans sa maison de Marc-en-Barœul, Kevin a trouvé Sophie endormie sur le canapé, la télé encore allumée sur les résumés du match. Leurs enfants, Lucas et Emma, dormaient paisiblement à l'étage. Cette vie parfaite qu'il avait construite brique par brique, entraînement après entraînement, victoire après victoire. Il s'est assis à la table de la cuisine, a sorti la feuille de sa poche et l'a étalée devant lui. À la lumière de la lampe, les chiffres semblaient encore plus accusateurs. Chaque résultat prédit avec une précision chirurgicale. Chaque match de sa carrière, de sa vie, peut être truqué depuis des mois, des années. Kevin a ouvert son ordinateur portable et a commencé à chercher. Les statistiques des matchs, les cotes des bookmakers, les décisions arbitrales controversées. Plus il creusait, plus le puzzle se dessinait avec une clarté terrifiante. À 3 heures du matin, il avait la certitude que sa vie entière était un mensonge. Mais Kevin ne savait pas encore que cette découverte allait déclencher la plus grande crise de l'histoire du football français. Il ne savait pas que dans quelques semaines, son nom serait sur toutes les unes des journaux, que sa carrière serait détruite, que sa famille recevrait des menaces de mort. Il ne savait pas non plus qu'il était sur le point de devenir l'homme qui sauverait l'intégrité du sport qu'il aimait plus que sa propre vie. Car le lendemain matin,
Kevin Moreau allait prendre une décision qui changerait tout. Une décision qui lui coûterait tout ce qu'il avait, mais qui révélerait au monde entier jusqu'où peut aller la corruption quand l'argent remplace la passion. Et cette décision commencerait par une simple question qu'il poserait à son coéquipier et meilleur ami, Thomas Leroy, pendant l'entraînement. Thomas, tu as déjà eu l'impression que certains de nos matchs étaient étranges. Une question innocente qui allait ouvrir la boîte de Pandore du football français. Oui, tout s'est passé comme prévu, disait Beaumont dans son téléphone. Le résultat est parfait. Les côtes étaient excellentes ce soir. Kevin a accéléré le pas, le cœur battant. Les côtes? Pourquoi le président du club parlait-il de côtes de Paris après une victoire historique contre le PSG? En rentrant chez lui dans sa maison de Marc-en-Barœul, Kevin a trouvé Sophie endormie sur le canapé, la télé encore allumée sur les résumés du match. Leurs enfants, Lucas et Emma, dormaient paisiblement à l'étage. Cette vie parfaite qu'il avait construite brique par brique, entraînement après entraînement, victoire après victoire. Il s'est assis à la table de la cuisine, a sorti la feuille de sa poche et l'a étalée devant lui. À la lumière de la lampe, les chiffres semblaient encore plus accusateurs. Chaque résultat prédit avec une précision chirurgicale. Chaque match de sa carrière, de sa vie, peut être truqué depuis des mois, des années. Kevin a ouvert son ordinateur portable et a commencé à chercher. Les statistiques des matchs, les cotes des bookmakers, les décisions arbitrales controversées. Plus il creusait, plus le puzzle se dessinait avec une clarté terrifiante. À 3 heures du matin, il avait la certitude que sa vie entière était un mensonge. Mais Kevin ne savait pas encore que cette découverte allait déclencher la plus grande crise de l'histoire du football français. Il ne savait pas que dans quelques semaines, son nom serait sur toutes les unes des journaux, que sa carrière serait détruite, que sa famille recevrait des menaces de mort. Il ne savait pas non plus qu'il était sur le point de devenir l'homme qui sauverait l'intégrité du sport qu'il aimait plus que sa propre vie. Car le lendemain matin, Kevin Moreau allait prendre une décision qui changerait tout. Une décision qui lui coûterait tout ce qu'il avait, mais qui révélerait au monde entier jusqu'où peut aller la corruption quand l'argent remplace la passion. Et cette décision commencerait par une simple question qu'il poserait à son coéquipier et meilleur ami, Thomas Leroy, pendant l'entraînement. Thomas, tu as déjà eu l'impression que certains de nos matchs étaient étranges. Une question innocente qui allait ouvrir la boîte de Pandore du football français. Cette question que Kevin avait posée à Thomas pendant l'entraînement du lendemain allait déclencher une série d'événements que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé ce matin-là sur les terrains d'entraînement de Luchin, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette simple interrogation était en réalité une bombe à retardement. Thomas Leroy était plus qu'un coéquipier pour Kevin. Ils avaient grandi ensemble dans les quartiers populaires de Lille, avaient traversé toutes les catégories jeunes côte à côte, avaient célébré ensemble leur première sélection en équipe de France. Thomas était le genre d'homme en qui Kevin avait une confiance absolue. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Ce matin du 16 mars, l'entraînement se déroulait normalement sous le regard attentif de Christophe Galtier, l'entraîneur. Kevin et Thomas couraient côte à côte lors du footing d'échauffement, leur foulée synchronisée après des années de complicité sur le terrain. Thomas, a commencé Kevin, la voix légèrement essoufflée, tu as déjà eu l'impression que certains de nos matchs étaient étranges. Thomas a ralenti imperceptiblement. Kevin a remarqué ce détail, ce micro-changement dans l'attitude de son ami. Le regard de Thomas s'est durci, ses épaules se sont tendues. Qu'est-ce que tu veux dire par étrange? A répondu Thomas, mais sa voix avait perdu sa chaleur habituelle. Kevin a sorti discrètement la feuille de sa poche de survêtement. J'ai trouvé ça hier soir dans le vestiaire. Regarde les dates, regarde les scores. Thomas a jeté un coup d'œil rapide au papier, puis a regardé autour de lui avec nervosité. Kevin, range ça immédiatement. Tu ne sais pas ce que tu fais. Cette réaction a glacé le sang de Kevin. Pas de surprise, pas d'incrédulité. Juste de la peur. Thomas savait. Thomas savait depuis le début. Mon Dieu, Thomas, tu es au courant? Thomas a arrêté de courir complètement. Il a attrapé Kevin par le bras et l'a tiré vers les vestiaires, loin des autres joueurs et du staff technique. Écoute-moi bien, Kevin, a-t-il dit d'une voix tremblante. Tu vas oublier cette feuille, tu vas la brûler, et tu ne poseras plus jamais de questions sur ce sujet. Pour ton bien, pour le bien de ta famille. Ma famille? Qu'est-ce que ma famille vient faire là-dedans? Thomas a fermé les yeux, comme s'il luttait contre lui-même. Puis, dans un souffle, il a lâché, ils savent tout sur tout le monde, Kevin. Ils savent où habitent nos femmes, où vont nos enfants à l'école. Ils savent combien tu dois encore sur ton crédit immobilier, ils connaissent les problèmes de santé de ton père. Tu crois que c'est un jeu? Kevin sentait le monde s'écrouler autour de lui. Depuis quand, Thomas? Depuis quand tu sais? Depuis que j'ai 19 ans et que j'ai signé mon premier contrat professionnel. Ils m'ont approché après mon premier match en Ligue 1. Une enveloppe avec 50 000 € et une photo de ma mère sortant de chez le médecin. Le message était clair.
Thomas s'est assis sur le banc du vestiaire, la tête entre les mains. Tu crois que j'avais le choix? Tu crois que j'ai voulu ça? Mais une fois que tu es dedans, Kevin, tu ne peux plus en sortir. Jamais. Kevin s'est assis à côté de son ami d'enfance, essayant de digérer cette révélation. Combien de joueurs sont impliqués? Dans notre équipe? 8 sur 11 titulaires. Dans le championnat? Je ne sais pas exactement, mais c'est massif, Kevin. Les arbitres, les dirigeants, même certains journalistes. C'est un système qui existe depuis plus de 10 ans. Et les matchs? Tous truqués? Pas tous. Ils sont malins. Ils laissent certains matchs se jouer normalement pour que ça reste crédible. Mais les gros enjeux, les matchs qui rapportent gros au pari, oui, la plupart sont décidés à l'avance. Kevin repensait à tous ces moments où il avait douté de lui-même. Ses passes ratées au mauvais moment, ses occasions manquées inexplicablement, ses décisions arbitrales qui changeaient le cours des matchs. Le match d'hier contre le PSG était prévu depuis 3 semaines. Le PSG avait besoin de perdre pour justifier certains changements dans l'effectif. Et nous, on avait besoin de cette victoire pour rester dans la course à l'Europe. Tout le monde y gagnait. Sauf les supporters. Sauf l'intégrité du sport. Thomas a relevé la tête, les yeux rouges. Tu crois que ça m'amuse, Kevin? Tu crois que j'aime jouer dans cette mascarade? Mais j'ai une famille, moi aussi. J'ai des responsabilités. À ce moment-là, la porte du vestiaire s'est ouverte. Monsieur Beaumont, le président du club, est entré avec 2 hommes en costume que Kevin n'avait jamais vus. Messieurs, a dit Beaumont d'une voix froide, j'espère que vous avez eu une conversation productive. Kevin a senti son sang se glacer. Ils avaient été écoutés. Depuis combien de temps? L'un des hommes en costume s'est approché de Kevin. Grand, mince, avec des yeux qui ne sciaient jamais. Monsieur Moreau, je crois que vous avez trouvé quelque chose qui ne vous appartient pas. Kevin a instinctivement serré la feuille dans sa poche. Je ne vois pas de quoi vous parlez. L'homme a souri, mais ce sourire n'avait rien de rassurant. Permettez-moi de me présenter. Je suis Monsieur Dubois. Pas de lien de parenté avec notre narrateur, bien sûr. Je m'occupe disons, de la sécurité des opérations dans le football français. Il a sorti son téléphone et a montré l'écran à Kevin. Une photo de Sophie sortant de l'école avec Lucas et Emma. Votre femme est très belle, Monsieur Moreau. Et vos enfants sont adorables. Il serait dommage qu'il leur arrive quelque chose à cause d'une curiosité mal placée. Kevin s'est levé d'un bond, les poings serrés. Ne vous approchez pas de ma famille. Calmez-vous, a dit Dubois en rangeant son téléphone. Nous ne sommes pas des barbares. Nous préférons les solutions, élégantes. Vous allez rentrer chez vous, détruire ce papier, et oublier cette conversation. En échange, votre famille restera en sécurité, et votre carrière continuera à prospérer. Et si je refuse? Dubois a échangé un regard avec Beaumont. Monsieur Moreau, vous avez 34 ans. Votre contrat se termine dans 1 an. Pensez-vous vraiment qu'un joueur de votre âge, avec des accusations de tricherie sur le dos, trouvera facilement un nouveau club? Thomas s'est levé à son tour. Kevin, s'il te plaît. Accepte. Pour Sophie, pour les enfants. Kevin regardait son ami, son président, ces hommes qui tenaient sa vie entre leurs mains. Tout ce pour quoi il avait travaillé, tout ce qu'il avait construit, pouvait disparaître en un instant. J'ai besoin de temps pour réfléchir, a-t-il finalement dit. Bien sûr, a répondu Dubois. Vous avez jusqu'à demain soir. Après ça, nous considérerons votre silence comme un accord, et votre indiscrétion comme une déclaration de guerre. Les 3 hommes sont sortis, laissant Kevin et Thomas seuls dans le vestiaire. Le silence était pesant, chargé de toutes les années d'amitié qui venaient de voler en éclats. Je suis désolé, Kevin, a murmuré Thomas. J'aurais voulu que tu ne découvres jamais ça. Kevin a regardé son ami, cet homme qu'il croyait connaître par cœur, et a réalisé qu'il ne le connaissait pas du tout. Pire encore, il a réalisé qu'il ne se connaissait pas lui-même. Car pour la première fois de sa vie, Kevin Moreau, le capitaine intègre du LOSC, l'exemple de droiture pour toute une génération de jeunes footballeurs, envisageait sérieusement de se taire et de devenir complice de cette corruption. Cette nuit-là, Kevin n'a pas dormi. Il est resté assis dans son bureau, regardant la photo de famille posée sur son bureau. Sophie souriante, Lucas et Emma dans leur maillot du LOSC, lui-même en tenue de capitaine. Une famille heureuse, une vie parfaite construite sur un mensonge. À 3 heures du matin, il a pris une décision. Une décision qui allait changer sa vie à jamais. Mais cette décision, et les conséquences terrifiantes qu'elle allait entraîner, Kevin ne pouvait pas encore les imaginer. Il ne savait pas qu'en choisissant la vérité, il allait déclencher une guerre dont il serait la première victime. Et il ne savait surtout pas que le lendemain matin, en se réveillant, il découvrirait que quelqu'un avait déjà commencé à jouer avec sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir.
La décision que Kevin avait prise à 3 heures du matin allait être mise à l'épreuve plus tôt qu'il ne l'imaginait. Car en se réveillant ce matin du 17 mars, Kevin Moreau allait découvrir que dans le monde de la corruption, il n'y a pas de neutralité possible. Soit vous êtes avec eux, soit vous êtes leur ennemi. Kevin s'était endormi vers 5 heures, épuisé par cette nuit de réflexion intense. Il avait décidé qu'il ne pouvait pas se taire. Pas lui. Pas l'homme qui avait appris de son père que la vérité, même douloureuse, vaut mieux que le plus beau des mensonges. Mais il avait aussi décidé qu'il devait être malin, stratégique. Il ne pouvait pas foncer tête baissée et mettre sa famille en danger. Son réveil a sonné à 7 heures, mais Kevin était déjà debout depuis plusieurs minutes, réveillé par des bruits étranges dans la rue. En écartant les rideaux de sa chambre, il a vu une camionnette noire garée devant chez lui. 2 hommes en étaient sortis et examinaient sa voiture, une BMW X5 blanche qu'il venait d'acheter. « Sophie » a-t-il murmuré en secouant doucement sa femme. « Réveille-toi, mais ne fais pas de bruit. » Sophie a ouvert les yeux, immédiatement alerte. Après 12 ans de mariage avec un footballeur professionnel, elle avait développé cette capacité à sentir quand quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des hommes dehors. Je crois qu'ils surveillent la maison. Sophie s'est levée et a regardé par la fenêtre. Les 2 hommes avaient maintenant ouvert le capot de la BMW et semblaient installer quelque chose. « Kevin, qu'est-ce que tu as fait ?» Kevin a pris les mains de sa femme dans les siennes. « Sophie, je dois te dire quelque chose. Et après ça, nous devrons prendre une décision ensemble. Une décision qui va changer notre vie. » Il lui a tout raconté. La feuille trouvée dans le vestiaire, la conversation avec Thomas, la menace de Dubois. Sophie l'a écouté en silence, son visage passant de la surprise à l'incrédulité, puis à la peur. « Mon Dieu, Kevin, tu es sûr de ce que tu dis ?»« Certain. Et maintenant, ils nous surveillent. Ils veulent s'assurer que je vais me taire. » Sophie s'est assise sur le bord du lit, les mains tremblantes. « Et qu'est-ce que tu veux faire ?»« Je veux révéler la vérité. Mais pas n'importe comment. J'ai besoin de preuves solides, de témoins, d'un plan qui protège notre famille. » « Et si on partait? Si on prenait les enfants et qu'on quittait la France ?» Kevin a secoué la tête. « Ils nous retrouveraient. Et puis, Sophie, si je me tais maintenant, je ne pourrai plus jamais me regarder dans un miroir. Comment je pourrais expliquer à Lucas et Emma que leur père a choisi le silence face à l'injustice? » À ce moment-là, leur fils Lucas, 8 ans, a fait irruption dans la chambre, encore en pyjama. « Papa, il y a des messieurs qui touchent à ta voiture. » Kevin et Sophie ont échangé un regard. La réalité de la situation venait de frapper de plein fouet. Leurs enfants étaient désormais impliqués, qu'ils le veuillent ou non. Kevin s'est habillé rapidement et est descendu. Il a ouvert la porte d'entrée et s'est dirigé vers sa voiture. Les 2 hommes l'ont vu arriver mais ont continué leur travail sans se presser. « Qu'est-ce que vous faites à ma voiture ?» L'un d'eux, un homme chauve avec des tatouages sur les avant-bras, a levé la tête. « Bonjour monsieur Moreau. Nous installons juste un petit dispositif de sécurité. Pour votre protection, bien sûr. » Quel genre de dispositif? Un traceur GPS. Comme ça, s'il vous arrive quelque chose, nous pourrons vous retrouver rapidement. Le message était clair. Il pourrait le retrouver n'importe quand. Et si je refuse? L'homme a souri. Monsieur Moreau, vous ne refusez pas. Vous avez une famille magnifique. Votre fils Lucas va à l'école Saint-Joseph, votre fille Emma à l'école Sainte-Marie. Votre femme Sophie travaille à temps partiel à la clinique vétérinaire de Marc-en-Barœul. Nous connaissons leurs horaires, leurs trajets, leurs habitudes. Kevin a senti la rage monter en lui, mais il s'est contrôlé. Vous avez fini? Presque. Oh, et monsieur Moreau? Votre téléphone aussi a été amélioré. Nous pouvons maintenant écouter toutes vos conversations. Pour votre sécurité, bien sûr. Les 2 hommes ont refermé le capot, sont remontés dans leur camionnette et sont partis, laissant Kevin seul sur le trottoir, réalisant que sa vie privée venait de disparaître complètement. En rentrant dans la maison, Kevin a trouvé Sophie qui préparait le petit déjeuner pour les enfants, essayant de maintenir une normalité qui n'existait plus. « Tout va bien, papa ?» a demandé Emma, 6 ans, en croquant dans sa tartine. « Tout va bien, ma chérie ?» a menti Kevin en l'embrassant sur le front. Mais tout n'allait pas bien. Et Kevin le savait. Il savait aussi qu'il ne pouvait plus reculer. La surveillance, les menaces, cette intrusion dans sa vie privée ne faisait que renforcer sa détermination. Après avoir déposé les enfants à l'école sous le regard de Sophie inquiète, Kevin s'est rendu à l'entraînement. Mais au lieu d'aller directement au centre de Luchin, il a fait un détour par le centre-ville de Lille. Il avait rendez-vous avec quelqu'un. Quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis des années, mais en qui il avait une confiance absolue, Marie Delcourt, journaliste d'investigation à La Voix du Nord, et accessoirement sa cousine. Ils se sont retrouvés dans un petit café de la rue de Béthune,
loin des regards indiscrets du monde du football. Marie était une femme de 38 ans, brillante, tenace, qui avait déjà révélé plusieurs scandales de corruption dans la région. « Kevin, qu'est-ce qui t'amène? Tu as l'air tendu. » Kevin a regardé autour de lui, puis s'est penché vers sa cousine. « Marie, j'ai quelque chose à te dire. Quelque chose d'énorme. Mais avant, je dois savoir, tu es prête à risquer ta carrière pour la vérité? » Marie a froncé les sourcils. « Kevin, tu me fais peur. De quoi tu parles? » Kevin a sorti une copie de la feuille qu'il avait photocopiée en secret. « Le football français est pourri jusqu'à l'os, Marie. Et j'ai les preuves. » Pendant 1 heure, Kevin a tout raconté à sa cousine. Marie prenait des notes, posait des questions précises, son instinct de journaliste en éveil. « Kevin, tu te rends compte de ce que tu me dis? Si c'est vrai, c'est le plus gros scandale sportif de l'histoire de France. » « Je le sais. Et c'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Seuls, ils vont me détruire. Mais avec un journal derrière moi, avec une enquête journalistique solide. Il nous faut plus que cette feuille, Kevin. Il nous faut des témoignages, des preuves bancaires, des enregistrements. Je peux obtenir tout ça. Mais j'ai besoin de temps. Et j'ai besoin que tu me promettes une chose. » « Quoi? » « S'il m'arrive quelque chose, tu continues l'enquête. Quoi qu'il arrive. » Marie a regardé son cousin, cet homme qu'elle avait vu grandir, devenir une star, fonder une famille. Elle voyait dans ses yeux une détermination qu'elle ne lui avait jamais vue. « D'accord, Kevin. Mais toi, tu me promets d'être prudent. Ces gens-là ne plaisantent pas. » En sortant du café, Kevin avait l'impression d'avoir franchi un point de non-retour. Il n'était plus seul dans cette bataille. Mais il ne savait pas encore que cette rencontre avec Marie avait été photographiée, que leur conversation avait été enregistrée à distance, et que Dubois était déjà au courant de cette alliance dangereuse. Ce soir-là, en rentrant chez lui après l'entraînement, Kevin a trouvé un message sur son répondeur. La voix de Dubois, froide et menaçante. « Monsieur Moreau, nous sommes déçus. Très déçus. Nous pensions que vous étiez un homme intelligent. Apparemment, nous nous sommes trompés. Votre délai de réflexion vient de se terminer. Demain, vous avez un match contre Nantes. Ce sera votre dernière chance de nous prouver que vous êtes dans notre camp. Sinon... » Le message s'est arrêté là, mais Kevin a compris. Le match contre Nantes serait un test. Un test qu'il était déterminé à échouer, même si cela devait lui coûter tout ce qu'il avait. Car Kevin Moreau avait pris sa décision finale. Le lendemain, devant 45 000 spectateurs et des millions de téléspectateurs, il allait envoyer un message que personne ne pourrait ignorer. Un message qui allait déclencher la guerre ouverte entre un homme seul et le système de corruption le plus puissant du football français. Et cette guerre, Kevin était déterminé à la gagner, même si cela devait être la dernière bataille de sa carrière. Le 18 mars 2019 restera à jamais gravé dans l'histoire du football français. Pas pour le match Lille-Nantes lui-même, mais pour ce qui s'est passé dans les vestiaires du stade Pierre-Mauroy à la mi-temps. Car c'est à ce moment-là que Kevin Moreau a pris la décision la plus courageuse et la plus destructrice de sa vie. Le matin du match, Kevin s'était réveillé avec une clarté d'esprit qu'il n'avait jamais ressentie. Sophie l'avait regardé partir avec une inquiétude visible, mais aussi avec une fierté qu'elle n'arrivait pas à cacher. Elle connaissait son mari. Elle savait qu'une fois sa décision prise, rien ne pourrait l'arrêter. « Fais ce que tu dois faire », lui avait-elle dit en l'embrassant. « Nous serons fiers de toi, quoi qu'il arrive. » En arrivant au stade, Kevin a immédiatement senti que quelque chose avait changé. Les regards de ses coéquipiers étaient fuyants, l'ambiance dans le vestiaire était tendue. Thomas évitait complètement son regard. Christophe Galtier, l'entraîneur, a donné ses consignes tactiques comme d'habitude, mais Kevin a remarqué certains détails troublants. Des instructions spécifiques à certains joueurs, des changements de dernière minute dans la composition, des signaux codés qu'il n'avait jamais vus auparavant. « Kevin, » a dit Galtier en le prenant à part, « aujourd'hui, tu joues en retrait. Laisse les autres prendre les initiatives offensives. » « Pourquoi ? C'est un match important pour notre classement. » Galtier a évité son regard. Ordre de la direction. « Tu comprends. » Kevin a compris. Le match était déjà décidé, et on voulait l'empêcher d'influencer le résultat. Pendant l'échauffement, Kevin a aperçu Marie dans les tribunes presse. Elle lui a fait un signe discret, elle était prête. L'enquête était lancée, les premiers témoignages recueillis. Il ne restait plus qu'à Kevin de jouer son rôle. Le coup d'envoi a été donné à 17 h. Dès les premières minutes, Kevin a vu le scénario se dérouler exactement comme prévu. Nantes menait 2-0 à la 25e minute grâce à 2 erreurs inexplicables de la défense lilloise. Des erreurs tellement grossières qu'elles en devenaient suspectes. À la mi-temps, dans le vestiaire, l'ambiance était électrique. Galtier tentait de motiver ses joueurs, mais Kevin voyait bien que certains d'entre eux jouaient la comédie. Il savait que la défaite était programmée. C'est à ce moment-là que Kevin a pris la parole.
Les gars, j'ai quelque chose à vous dire. Le vestiaire s'est tu instantanément. Kevin s'est levé, a regardé chacun de ses coéquipiers dans les yeux. Je sais que ce match est truqué. Je sais que beaucoup d'entre vous le savent aussi. Et je sais que vous avez peur. Thomas s'est levé d'un bond. Kevin, qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, Thomas. Je dis la vérité. Kevin a sorti son téléphone et a activé l'enregistrement. Messieurs, je m'appelle Kevin Moreau, capitaine du LOSC. Nous sommes le 18 mars 2019, à la mi-temps du match Lille-Nantes. Et je déclare officiellement que ce match, comme de nombreux autres dans le championnat français, est truqué. Le silence dans le vestiaire était assourdissant. Certains joueurs avaient pâli, d'autres regardaient vers la porte, comme s'ils voulaient fuir. « Kevin, arrête ça immédiatement », a dit une voix derrière lui. Kevin s'est retourné. Monsieur Beaumont venait d'entrer dans le vestiaire, accompagné de Dubois et de 2 autres hommes. « Monsieur Moreau », a dit Dubois d'une voix glaciale, « vous êtes en train de commettre une erreur irréparable. La seule erreur que j'ai commise, c'est d'avoir gardé le silence trop longtemps. » Kevin a continué son enregistrement, parlant clairement dans son téléphone. « Monsieur Dubois, que je vois devant moi, est l'homme qui coordonne ce système de corruption. Il menace les joueurs et leurs familles pour les forcer à participer à cette mascarade. » Dubois a fait signe à ses hommes, qui se sont approchés de Kevin. Mais à ce moment-là, Thomas s'est interposé. « Non », a dit Thomas d'une voix tremblante. « Ça suffit. Kevin a raison. J'en ai marre de vivre dans le mensonge. » Thomas s'est tourné vers le téléphone de Kevin. « Je m'appelle Thomas Leroy, milieu de terrain du LOSC. Je confirme tout ce que dit Kevin. Depuis des années, nous sommes forcés de truquer des matchs sous la menace. » Un à un, d'autres joueurs se sont levés. D'abord Jérémy, puis Antoine, puis Maxime. En quelques minutes, 8 joueurs de l'équipe confirmaient publiquement l'existence du système de corruption. Dubois était livide. « Vous ne savez pas ce que vous venez de faire. Vous venez de signer votre arrêt de mort professionnel. » « Peut-être, » a répondu Kevin. « Mais nous venons aussi de sauver l'intégrité du football français. » Kevin a arrêté l'enregistrement et l'a immédiatement envoyé à Marie, qui attendait dans les tribunes. En moins de 5 minutes, l'enregistrement était entre les mains de la rédaction de La Voix du Nord. « Messieurs, » a dit Beaumont d'une voix blanche, « vous êtes tous virés. Immédiatement. Sortez de ce vestiaire et ne remettez plus jamais les pieds dans ce club. » « Parfait, » a répondu Kevin. « Nous n'avons plus rien à faire ici de toute façon. » Les 8 joueurs ont quitté le vestiaire ensemble, laissant derrière eux leurs maillots, leurs crampons et leur carrière. Mais ils partaient la tête haute, libérés d'un poids qu'ils portaient depuis des années. En sortant du stade, Kevin a été accueilli par une meute de journalistes. Marie avait fait son travail. L'information était déjà en ligne, les réseaux sociaux s'enflammaient, les chaînes de télévision interrompaient leur programme. « Monsieur Moreau, confirmez-vous l'existence d'un système de corruption dans le football français ?» Kevin s'est arrêté devant les micros et les caméras. Pour la première fois depuis des jours, il souriait. « Mesdames et messieurs, je confirme l'existence d'un système de corruption massif dans le football français. Un système qui implique des joueurs, des arbitres, des dirigeants et des parieurs. Un système qui dure depuis plus de 10 ans et qui a détruit l'intégrité de notre sport. Avez-vous des preuves? J'ai des enregistrements, des témoignages, et des documents. Tout sera remis à la justice dans les heures qui viennent. Pourquoi avoir attendu si longtemps? » Kevin a marqué une pause, pensant à sa famille, à ses enfants qui allaient grandir dans un monde où leur père avait choisi la vérité plutôt que le mensonge. Parce que parfois, il faut du temps pour trouver le courage de faire ce qui est juste. Mais quand on le trouve, ce courage, il faut s'en servir. Même si ça coûte tout ce qu'on a. Cette nuit-là, l'enregistrement de Kevin a été diffusé sur toutes les chaînes françaises. L'affaire a fait la une de tous les journaux européens. Le football français venait de vivre son plus grand séisme. Mais pour Kevin, la vraie victoire était ailleurs. En rentrant chez lui, il a trouvé Sophie et les enfants qui l'attendaient. Lucas et Emma ne comprenaient pas tout ce qui se passait, mais ils voyaient que leur papa était différent. Plus léger, plus serein. « Tu as fait ce qu'il fallait », lui a dit Sophie en le serrant dans ses bras. « Oui », a répondu Kevin. « Maintenant, il faut assumer les conséquences. » Car Kevin savait que la bataille ne faisait que commencer. Les révélations, les enquêtes, les procès, la reconstruction du football français, tout cela prendrait des années. Mais il savait aussi qu'il avait gagné quelque chose d'inestimable, le respect de lui-même et la possibilité de regarder ses enfants dans les yeux sans avoir honte. Le lendemain matin, Kevin Moreau se réveillerait sans contrat, sans club, sans avenir professionnel assuré. Mais il se réveillerait libre. Et cette liberté, personne ne pourrait jamais la lui reprendre. 3 ans après cette soirée du 18 mars 2019, Kevin Moreau se tenait debout dans le bureau du procureur de la République de Paris,
regardant par la fenêtre les toits de la capitale française. Derrière lui, sur le bureau, s'empilaient 847 dossiers d'instruction, 156 mandats d'arrêt, et les témoignages de 312 personnes impliquées dans ce qui était devenu l'affaire de corruption sportive la plus importante de l'histoire européenne. Monsieur Moreau, a dit le procureur Martineau en refermant le dernier dossier, grâce à votre courage, nous avons démantelé un système qui gangrénait le football français depuis 2008. 43 dirigeants de clubs, 27 arbitres, 68 joueurs et 15 journalistes ont été condamnés. Plus de 200 millions d'euros de paris truqués ont été saisis. Kevin a hoché la tête, mais son visage restait grave. Et le prix, monsieur le procureur? Quel a été le prix? Car le prix avait été lourd. Très lourd. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi cette révélation explosive. Car si Kevin avait gagné la bataille pour la vérité, il avait perdu presque tout le reste. Dans les semaines qui ont suivi ces révélations, Kevin et sa famille ont vécu un véritable enfer. Les menaces de mort se sont multipliées. Leur maison de Marc-en-Barœul a été vandalisée 3 fois. Sophie a dû arrêter de travailler, les enfants ont dû changer d'école. Pendant 6 mois, ils ont vécu sous protection policière. « Papa, pourquoi les gens sont méchants avec nous ?» lui avait demandé Emma un soir, après qu'une brique ait été lancée dans leur salon. Kevin avait pris sa fille dans ses bras, cherchant les mots justes. « Parfois, ma chérie, quand on dit la vérité, ça dérange les gens qui mentent. Mais c'est important de dire la vérité, même quand c'est difficile. Comme quand je dis que j'ai cassé le vase de maman. Exactement comme ça, ma puce. Sauf que papa a cassé un très, très gros vase. » Financièrement, la situation était devenue dramatique. Kevin n'avait plus de contrat, plus de revenus. Aucun club français n'osait l'approcher, de peur des représailles. Les sponsors avaient fui. Les économies de la famille fondaient comme neige au soleil. Thomas, son ami d'enfance, avait lui aussi payé le prix fort. Licencié du LOSC, il n'avait jamais retrouvé de club professionnel. Leur amitié avait survécu, renforcée même par cette épreuve commune, mais Thomas était devenu éducateur dans un club amateur de la banlieue lilloise, gagnant 10 fois moins qu'avant. « Tu regrettes ?» avait demandé Kevin à Thomas lors d'un de leurs rendez-vous hebdomadaires dans le petit café de Fives où ils se retrouvaient désormais. « Jamais », avait répondu Thomas sans hésiter. « Pour la première fois depuis 15 ans, je peux regarder mes enfants dans les yeux sans avoir honte. Ça n'a pas de prix. » Mais le plus dur pour Kevin avait été de voir l'impact sur sa famille. Sophie, qui l'avait soutenu sans faille, avait développé des crises d'angoisse. Lucas, 8 ans, était devenu agressif à l'école, se battant avec les enfants qui disaient du mal de son père. Emma faisait des cauchemars. Un soir de décembre 2019, 9 mois après les révélations, Sophie avait craqué. « Kevin, je n'en peux plus. Les enfants n'en peuvent plus. Regarde-nous. Regarde ce qu'on est devenu. » Kevin avait regardé sa femme, cette femme forte qu'il avait toujours soutenue, et il avait vu à quel point elle était épuisée, à bout. « Tu veux qu'on parte? Qu'on quitte la France? » « Je ne sais plus, Kevin. Je ne sais plus. » Cette nuit-là, Kevin avait sérieusement envisagé de tout abandonner. De prendre sa famille et de partir à l'étranger, de recommencer une nouvelle vie loin de cette tempête qu'il avait déclenchée. Mais le lendemain matin, quelque chose avait changé sa perspective à jamais. Marie, sa cousine journaliste, était venue le voir avec une pile de lettres. « Kevin, il faut que tu vois ça. » C'étaient des centaines de lettres de supporters, de jeunes footballeurs, de parents, de gens ordinaires qui le remerciaient. Des témoignages bouleversants de personnes qui lui disaient qu'il avait restauré leur foi dans le sport, dans la justice, dans la possibilité de changer les choses. Une lettre en particulier l'avait marqué. Elle venait d'un garçon de 14 ans de Marseille. « Monsieur Moreau, je m'appelle Yanis. Je joue au football depuis que j'ai 6 ans. Avant votre révélation, j'avais arrêté de croire au football. Je pensais que tout était truqué, que ça ne servait à rien de s'entraîner dur si les matchs étaient décidés à l'avance. Grâce à vous, j'ai recommencé à rêver. Grâce à vous, je sais que le football peut être propre. Merci de nous avoir rendu notre sport. » Kevin avait lu cette lettre à Sophie et aux enfants. Pour la première fois depuis des mois, ils avaient tous pleuré. Mais c'étaient des larmes de fierté. Les choses avaient commencé à changer lentement. Très lentement. En 2020, Kevin avait reçu une proposition inattendue. L'UEFA lui proposait de devenir consultant pour la lutte contre la corruption dans le football européen. Un poste qui lui permettrait de voyager, de former les jeunes joueurs, de mettre en place des systèmes de prévention. « Tu acceptes ?» lui avait demandé Sophie. « Seulement si tu es d'accord. Seulement si on le fait ensemble. » Sophie avait souri. Pour la première fois depuis longtemps. Kevin Moreau, consultant en intégrité sportive. Ça sonne bien, non? En 2021, Kevin avait publié un livre, Le prix de la vérité. Les droits d'auteur avaient permis à la famille de retrouver une stabilité financière.
Plus important encore, le livre était devenu un manuel de référence dans les écoles de football européennes. En 2022, le football français avait été complètement réorganisé. Nouveaux dirigeants, nouvelles règles, nouveau système de contrôle. La Ligue 1 avait retrouvé sa crédibilité internationale. Les paris sportifs étaient désormais strictement encadrés. Et maintenant, en ce jour de mars 2022, exactement 3 ans après ces révélations, Kevin se tenait dans ce bureau du procureur, témoin de la fin officielle de l'affaire. « Monsieur Moreau, » avait dit le procureur, « vous avez détruit votre carrière pour sauver votre sport. L'histoire retiendra votre nom. » Kevin avait souri. « Monsieur le procureur, je n'ai pas détruit ma carrière. J'ai trouvé ma vraie vocation. » En sortant du palais de justice, Kevin avait retrouvé Sophie et les enfants qui l'attendaient sur les marches. Lucas, maintenant 11 ans, portait fièrement le maillot de l'équipe de France avec le nom de son père dans le dos. Emma, 9 ans, tenait une pancarte, « Mon papa est un héros. » « Alors, c'est fini ?» avait demandé Sophie. « Non » avait répondu Kevin en regardant ses enfants. « Ça commence. Le vrai travail commence maintenant. » Car Kevin avait compris quelque chose de fondamental. Sa vraie victoire n'était pas d'avoir démantelé un système de corruption. Sa vraie victoire était d'avoir montré qu'un homme seul, avec du courage et de la détermination, pouvait changer les choses. Aujourd'hui, Kevin Moreau parcourt l'Europe pour former les jeunes footballeurs à l'intégrité sportive. Il gagne moins d'argent qu'avant, mais il dort mieux. Il n'est plus capitaine du LOSC, mais il est devenu le capitaine d'une génération qui refuse les compromis. Et quand les jeunes lui demandent s'il regrette son choix, Kevin leur répond toujours la même chose. Les regrets, c'est pour ceux qui n'ont pas eu le courage de leurs convictions. Moi, j'ai choisi de vivre avec la vérité plutôt qu'avec le mensonge. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus facile. Le football français a survécu au scandale. Il en est sorti plus fort, plus propre, plus respecté. Les supporters ont retrouvé confiance, les jeunes ont retrouvé leurs rêves, l'intégrité a retrouvé sa place. Et Kevin Moreau ? Kevin Moreau a appris que parfois, perdre tout ce qu'on croit important nous permet de découvrir ce qu'il est vraiment. Car au final, que vaut une carrière construite sur le mensonge face à une vie vécue dans la vérité ? Kevin Moreau connaît la réponse. Et maintenant, vous la connaissez aussi.